Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette info le soir au week-end. Au programme ce soir, des chiffres pour mieux comprendre, une pensée pour éclairer et un débat pour aller au fond des choses. Mais avant, l'actualité avec Constant Abillou. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Un seul titre dans l'actualité de ce vendredi. Tabaski 2025, la fête du mouton a été célébrée ce vendredi en Côte d'Ivoire. Retour sur les célébrations dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous allons recevoir Olga Kwasi. Elle est la directrice générale du bureau Normes Audit. On va parler ensemble de la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments célébrée tous les 7 juin. Je vous le disais dans les titres, ce vendredi est jour de fête en Côte d'Ivoire. La communauté musulmane célèbre la fête de la Tabaski. La prière officielle s'est faite en présence du président de la République et de son vice-président. Le reportage de Diane Drissa est commenté par Kamel Yaou. Sous un soleil matinal et dans une ambiance empreinte de recueillement, des milliers de fidèles musulmans ont répondu à l'appel de la Tabaski. L'unité, la foi et surtout la paix étaient au cœur des messages. Les enjeux électoraux sont importants. On le sait, mais cela ne doit pas justifier les passions, les violences à travers les propos, des haines, des fausses informations sur les réseaux sociaux et toute forme de comportement qui tente à fragiliser la cohésion, l'union et l'amour entre les frères et sœurs de notre beau pays. Un appel auquel a répondu le chef de l'État. Dans une posture fraternelle, le président de la République a rappelé l'urgence de consolider la paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. L'imam a mis l'accent sur la paix et je crois que c'était très opportun. Il y a à peine 2 semaines, nous avons eu ici même la cérémonie du prix au feu boigné pour la recherche de la paix. Le monde a besoin de paix. Mais la Côte d'Ivoire également, et surtout les pays voisins. Comme l'imam l'a indiqué, nous souhaitons que cette paix soit en chacun de nous, en chacune des familles, dans notre entourage, et que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Après la prière des 2 rakats, les fidèles ont perpétué le geste d'Ibrahim, le sacrifice rituel des moutons et des bœufs. Un acte symbolique de foi, de soumission à Dieu, de partage. La Tabaski, au-delà de la célébration, est un puissant rappel de l'importance du don de soi, de la solidarité et de la paix entre les hommes. Direction à présent à Bobo, où la maire de la commune et président du Sénat, Kandia Kamara, a célébré avec les fidèles la fête de la Tabaski. Les précisions de Mesme Yaou. Ils étaient nombreux à célébrer l'Aïd el-Kébi auprès de leur premier magistrat Kandia Kamara, présidente du Sénat ivoirien et maire d'Abobo. Elle invite tous les Ivoiriens à entretenir la paix durant cette période électorale. Se vivre ensemble dans la diversité. Nous saluons cela. Nous voudrons prier Allah afin qu'il continue de nous inspirer, d'inspirer les Ivoiriens afin que les Ivoiriens continuent sur la même voie. Nous demandons aux Ivoiriens de continuer de cultiver la cohésion. Quelques fidèles musulmans expriment leur joie après la cérémonie de prière. Je suis très bien content aujourd'hui parce que là, nous sommes à la fin du truc. Et la prière vient de finir avec toutes ces bénédictions. Et où je suis là, je souhaite toujours longue vie à nos dirigeants, et bon courage à nos dirigeants et que la paix soit en Côte d'Ivoire. De joie, une grande, immense ce mois béni que Madame le maire vient d'annoncer la construction du démarrage de notre grande mosquée. La fête d'El-Kébir, célébrée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsqu'il lui demandait de sacrifier son unique fils. Les transporteurs ont également célébré la fête de la Tabaski. Kamel Yao était avec eux. Voici son reportage. Ce vendredi 6 juin 2025, la gare routière d'Anyama s'est exceptionnellement transformée en un véritable lieu de prière à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Pour marquer cette fête importante, tous les transporteurs de la commune se sont réunis dans une ambiance de recueillement et de fraternité. Chaque fidèle a été exhorté à demeurer dans la crainte de Dieu et à cultiver des valeurs de paix, d'humilité et de tolérance. Les messages que nous avons véhiculés ce matin, d'abord c'est la crainte de Dieu.
parce que nous traversons un monde très modernisé. Voilà. La modernité amène la jeunesse souvent à faire des choses qui ne sont pas bien, surtout avec les fléaux des réseaux sociaux, les broutages. Donc on leur conseille la crainte de Dieu, d'utiliser ces outils-là dans ce qui est positif, pas dans ce qui est négatif sur nous, ou sur la communauté, ou sur la jeunesse ivoirienne. Nous les avons conseillé aussi d'être les meilleurs exemples de la jeunesse ivoirienne. Cette rencontre spirituelle a également été l'occasion de formuler des prières pour la paix en Côte d'Ivoire à l'orée des élections 2025. Nous prions que la paix règne dans le monde. Et nous sommes en année électorale. Nous demandons à tout le monde d'être en tout cas réconciliateur, tolérance, paix et solidarité entre nous les Ivoiriens. L'élection ne doit pas nous diviser. Chacun peut supporter celui dont il fait. Mais il faudrait qu'on fasse ça dans l'harmonie totale pour l'avenir même de notre pays. Pour cette fête de la Tabaski, les transporteurs qui ont connu une crise d'énervement ont donc fait union de prière pour un nouveau départ. La Tabaski, ça se fête également en famille. Kamel Yao était avec la famille Konaté. On suit ensemble son reportage. Après la prière à la mosquée chez la famille Konaté, place à l'immolation des bêtes et aux préparatifs culinaires. Pendant que les hommes s'occupent de la découpe de la viande, les femmes s'activent en cuisine. Non seulement pour servir le petit déjeuner, mais aussi pour cuisiner d'autres plats traditionnels. Au menu, atseki accompagné de la viande et des dents, une sauce tomate et bien d'autres mets. C'est la fête de Tabaski, l'immolation d'une bête, que ce soit mouton, cabri ou bœuf. Dieu a fait grâce, nous avons eu quelques moutons. Voilà, donc nous sommes très heureux ici. La fête de la Tabaski est aussi un moment de retrouvailles en famille. Parents, enfants et proches se rassemblent dans une atmosphère chaleureuse. L'ambiance est waouh parce que nous, par contre, on a quitté nos différentes familles il y a très longtemps. Donc c'est un immense plaisir de passer ces petits moments-là avec notre belle famille. C'est trop intéressant en fait. Je suis content. Bon, tout ce que je veux dire que bon, les enfants, à la Kinimadouma, bon, ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Donc, je suis à les enfants. Cette célébration est bien plus qu'un rituel religieux pour la famille Konaté. C'est un temps de communion, de solidarité et de générosité. Une partie de leur viande est d'ailleurs offerte aux voisins et à des personnes démunies. Plongeons à présent à l'intérieur du pays, direction la région du Tchologo et la préfecture de Fek-Késédougou, où les fidèles se sont également retrouvés pour la grande prière. Occasion pour eux de communier et prier la paix en Côte d'Ivoire. On écoute les réactions au micro de notre correspondant Bakari Ouattara. On vient de finir la fête de Tabaski. Donc après la fête de Tabaski, c'est des bénédictions qu'on doit se faire. C'est vrai. Les bénédictions qu'on va se faire, que Dieu exauce nos bénédictions. Amen. Amen. Notre chef de l'État, avec ses collaborateurs, que Dieu les préserve, que Dieu les soutienne. Amen. Le travail qu'ils font dans le pays, Amen. la Côte d'Ivoire. On prie aussi pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire, les élections qui vont bientôt arriver, que ça se passe dans les bonnes conditions. Amen. Que ça se passe dans les bonnes conditions. Amen. Que Dieu préserve notre jeunesse pour ces élections qui vont bientôt arriver. Amen. Dans les autres pays extérieurs, contre le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils sont toujours en palabre. On prie Dieu à ce que Dieu finisse cette palabre. Amen. Par la grâce de la fête de Tabaski qu'on vient de célébrer ce matin, que Dieu le fasse pour nous. Amen. La fête qu'on a fait là, vraiment, on a beaucoup imploré Dieu. On demande à Dieu que Dieu n'a qu'à nous exaucer. Amen. Toutes les prières qu'on a faites, Dieu n'a qu'à nous exaucer. Amen. Bon, les enfants aussi, Dieu n'a qu'à essayer de Allah. Donc qu'à reconnaître Allah. Amen. Parce que si on reconnaît Allah, c'est voilà pourquoi Allah va nous exaucer. Amen. Il va nous donner beaucoup de satna. Bon, les élections aussi qui arrivent comme ça, nous on veut, à la grâce de Dieu, avec la prière, que les élections n'ont qu'à se passer à la meilleure. Il n'y aura pas, faut pas qu'on va avoir des fitna entre nous. Voilà.
La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée tous les 7 juin, une occasion pour sensibiliser sur les dangers liés à la sécurité alimentaire des aliments. Madame Olga, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes la directrice générale du bureau Normes Audit. Tout à fait. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, la première question, c'est quoi la signification de la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments et quelle est son importance en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une journée qui est instituée en vue donc de sensibiliser sur la question sanitaire. La question sanitaire, c'est faire en sorte que l'aliment qui est mis sur le marché ne rende pas le consommateur malade. Malade à plusieurs niveaux, à court, moyen ou long terme. C'est-à-dire que l'aliment, on ne doit pas le rendre malade aujourd'hui, ni un élément chimique qui soit à l'intérieur, qui fasse qu'à long terme, il développe d'autres maladies. Voilà. Alors, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants. Ces 30 millions, normalement, sont des consommateurs. Alors, quel est l'état des lieux de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, il faut dire que l'état des lieux de la sécurité sanitaire concerne différents acteurs clés. Premier acteur clé qu'on connaît tous, on va dire l'État. L'État est le pouvoir public qui doit prendre des dispositions, donc une réglementation et un système de contrôle pour assurer que le produit qui est mis sur le marché est sain et sûr. Mais vous avez aussi les acteurs privés qui eux-mêmes, en tant que fabricants, doivent prendre toutes leurs responsabilités pour fabriquer des aliments sûrs. Et en troisième niveau donc d'acteurs clés, vous avez le consommateur qui lui-même doit prendre conscience qu'il doit acheter et orienter son choix d'achat par rapport à des fabricants qui sont sur un griffe, donc qui appliquent des bonnes pratiques de fabrication sûres. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du fabricant qui applique des normes vraiment sûres. Alors, on se base sur quoi pour dire qu'un aliment est sécurisé? On se base sur quoi? Alors, on va d'abord se baser sur des normes. Des normes ou des labels. Ces normes-là peuvent être des normes internationales, des normes nationales, mais également des labels privés qu'on retrouve partout dans le monde entier dans l'architecture des normes. Et donc, ces labels-là contiennent un certain nombre d'exigences, un certain nombre de critères que le fabricant doit respecter. Donc, comme nous sommes dans le domaine de la sécurité sanitaire, c'est les bonnes pratiques d'hygiène. Est-ce que les aliments sont fabriqués dans un environnement propre, avec un certain nombre de critères qu'il doit respecter? Est-ce que le personnel qui manipule les aliments respecte les règles d'hygiène? Est-ce que les équipements qui sont utilisés sont propres? L'eau qui est utilisée, est-ce que l'eau est propre? Est-ce que les locaux sont établis de telle sorte qu'il n'y a pas de... On va parler de contamination croisée. Par exemple, on n'a pas des toilettes à côté des zones de fabrication et tout un ensemble d'exigences. Mais il se trouve justement que parfois ces exigences-là existent, mais c'est dans la pratique qu'on a toute la différence. Est-ce que le fabricant va effectivement les appliquer? Quand on parle de fabricant, on va parler d'industrie, on va parler de très petites entreprises, de PME, mais on va parler aussi de vendeurs ambulants. Et aujourd'hui, le constat est tel que dans la marge des plus petits, qu'on parle de services traiteurs, qu'on parle de vendeurs dans la rue, il n'y a aucun dispositif ou une quasi-absence d'assurance que les aliments qui sont mis sur le marché et qui concernent une part importante de la population est contrôlée, est sûre et saine pour l'alimentation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de contrôle. J'imagine que vous allez beaucoup sur le terrain puisque vous devez contrôler toutes les personnes qui travaillent en fait dans ce domaine qui vise vraiment à sécuriser l'alimentation. Alors, quels sont les défis que vous rencontrez? Alors, les défis qu'on rencontre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On se rend compte sur le terrain que tout ce qui est grande entreprise de fabrication des aliments, du fait des exigences de l'acheteur, du cahier des charges de l'acheteur, vont faire un minimum ou un maximum d'application des règles. Mais quand il s'agit, comme je disais tout à l'heure, d'acteurs
qui sont soit dans l'informel. Je vous prends un exemple. Hein. Vous allez aujourd'hui sur les marchés dans nos communes. Sur les marchés, on vend des fruits et des légumes. Alors, on n'a aujourd'hui aucune assurance que les légumes, les salades, les tomates qui sont vendues ont été produites de sorte à ce que les pesticides qui soient utilisés aient été appliqués selon les règles de l'art. Donc, on n'a pas cette assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce contrôle-là n'est pas suffisamment réalisé sur le terrain. L'autre aspect aussi qu'on peut retrouver, vous avez pas mal de services traiteurs auxquels nous faisons tous appel dans nos familles. Quand nous avons des fêtes, des mariages, on fait appel à des services traiteurs. Les conditions justement dans lesquelles ces aliments sont produits doivent obéir à des normes d'hygiène. Mais on ne demande pas que ces services traiteurs ou ces entités qui nous mettent à disposition de la nourriture, des jus que l'on boit, parfois qui ne sont pas cuits. Donc, quand ils ne sont pas cuits, comme par exemple le bissap qui est bouilli, le gingembre, les conditions dans lesquelles le gingembre est écrasé au marché et qui fasse après objet donc du jus que l'on va boire, on n'a aucune assurance que tous ces aliments-là sont sûrs et exempts donc de germes qui peuvent rendre malade. Et donc le constat est que dans toute cette large gamme d'acteurs, on a une insuffisance dans les contrôles. Et nous, en tant qu'organisme de certification, nous sommes un organisme privé. D'accord. Et donc nous n'intervenons qu'à la demande de l'acteur qui, lui, veut se faire certifier. Mais au-delà donc des normes volontaires, vous avez des dispositions obligatoires qui font, eux, l'objet de contrôle par des entités qui sont mieux placées que moi pour en parler. Mais il faut dire à ce niveau-là que tout ce qui est volontaire et qui ne font pas objet de contrôle systématique, il y a un gros défi. Alors, vous avez dit que ce sont les populations qui doivent vous saisir. Est-ce que ces populations savent que votre entité existe, surtout en Côte d'Ivoire? Est-ce que ces populations sont conscientes que l'entité existe pour pouvoir la saisir? Alors, aujourd'hui, nous avons développé un label qui s'appelle Normalis, qui vise à déployer des bonnes pratiques d'hygiène. Et ce label, nous travaillons sur ce label avec l'Association des consommateurs. Le but est de faire en sorte qu'il y ait une large diffusion, une sensibilisation, surtout à l'endroit du consommateur, pour que ce soit le consommateur qui influence l'adoption de ces bonnes pratiques d'hygiène. Parce que c'est lui qui achète, c'est lui qui va tomber malade et c'est lui qui doit exiger que l'enseigne portant ce label-là soit adoptée par les restaurants, par les boulangeries. Vous avez aussi des donneurs d'ordre qui doivent aussi être sensibilisés à ces normes et ces labels-là pour exiger à la commande que le fournisseur remplisse ces bonnes pratiques d'hygiène. Alors, je suis consommateur. Je vais, par exemple, au marché. Il y a un marché de fruits, comme vous venez de le dire, et je vois que les conditions vraiment ne sont pas respectées. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller vers vous? Est-ce que je dois sensibiliser la commerçante? Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, quelle est l'action que doit mener en fait le citoyen face à un tel problème? C'est ce que je veux dire. Vous posez une question très, très, très pertinente. Et très pertinente dans la mesure où le consommateur, face par exemple à un produit qu'il va acheter dans les marchés, il y a des responsabilités. Les pouvoirs publics font beaucoup. Les pouvoirs publics ont pris une réglementation et essaient de faire les contrôles plus ou moins avec les ressources qu'ils ont. Mais il se trouve, la réalité est qu'il y a encore beaucoup à faire. Et donc, face à ce déficit, en ce moment-là, le consommateur ne peut qu'influencer pour faire en sorte que le pouvoir public fasse davantage de ces contrôles-là, qui est en fait une mission régalienne de l'État. Nous n'intervenons que dans le cadre des labels privés, pour lequel, en ce moment-là, le consommateur, quand il a un choix, par exemple, quand il doit aller dans un restaurant et qu'il voit un restaurant qui affiche un label de respect de bonnes pratiques d'hygiène, là, il a le pouvoir. Voilà, c'est là que nous voulons en venir. Nous avons
le pouvoir, entre griffes, de pouvoir agir, de pouvoir dire qu'entre un restaurant ou une boulangerie qui affiche une certification, oui. Vous, le consommateur, oui. Quand vous en avez conscience, faites le choix de celui qui applique les bonnes pratiques. Alors justement, nous avons parlé du citoyen qui est face à ce problème-là. Il y a aussi une entreprise agroalimentaire, par exemple. Quelle est sa responsabilité? L'entreprise agroalimentaire, sa première responsabilité, quand on met un produit sur le marché et qu'on est une entreprise citoyenne et responsable... Et sérieuse. On doit automatiquement appliquer les bonnes pratiques d'hygiène. C'est là où, quand ce n'est pas fait, on s'expose aux sanctions des pouvoirs publics, entre autres. Mais surtout aux sanctions du consommateur. C'est surtout cela qu'on voulait mettre en avant. Faire en sorte qu'à travers ces journées-là, le consommateur prenne conscience de son pouvoir. Il prenne conscience de son choix. Il n'achète pas un produit pour tomber malade. Il achète un produit pour consommer, c'est vrai, mais pour le consommer en garantissant sa santé. Et donc, il doit de plus en plus être force pour pouvoir dire « j'achète celui-là parce qu'il applique des bonnes pratiques et je n'achète pas chez l'autre parce que je n'ai aucune garantie ». Alors, il y a une question que les Ivoiriens aimeraient aussi savoir. Alors, vous allez par exemple dans un supermarché, je ne vais pas citer un supermarché si vous faites de la publicité, et le produit, en fait, on va le dire, en griffe, il est périmé. Et pourtant, il se trouve dans les rayons. Oui. Quand c'est comme ça, bon, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est ce que je veux dire. Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'il n'achète pas. D'accord. Ça, c'est son pouvoir. Ou même quand il l'a acheté, c'est de retourner le produit. C'est son droit aussi. Parfois, on ne le fait pas. Oui. On arrive à la maison, on constate que le produit est périmé, et on le met à la poubelle. Mais on a sorti de l'argent. Oui, on est d'abord en droit de retourner le produit et d'indiquer, bien sûr, quand on a gardé le reçu, parce que le supermarché va vous demander la preuve que vous avez acheté chez lui. Vous avez le reçu de retourner le produit. Mais au-delà de cela, il existe des plateformes, il existe des organisations pour que la voix monte et qu'on puisse dénoncer. Et plus on dénonce, plus les acteurs ont beaucoup plus de responsabilités. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, ce que j'aimerais demander, quel est le conseil pratique que vous pouvez donner aujourd'hui aux consommateurs? Alors, c'est un peu si vous voulez résumer. Oui, voilà. Pour résumer un peu ce qu'on a dit depuis cet entretien, c'est de dire que le consommateur, il est en pouvoir. Qu'il en prenne conscience. Et quand vous allez dans des pays développés, ce sont les consommateurs qui influencent les politiques de normes et de labels privés. C'est sur la base de l'exigence, de la sensibilisation et de l'avis des consommateurs que les orientations des normes se font. Et le consommateur ivoirien doit en prendre conscience. À travers les organisations et à travers les voix, les plateformes qui sont mises à leur disposition, il faut qu'ils fassent entendre leur voix. Alors, quelles sont ces plateformes-là? Si on peut en citer. Quelles sont ces plateformes-là? Un consommateur averti en vaut deux, vous en connaissez. Vous avez des organisations de consommateurs qui sont bien connues, comme la CNOCSI, qui portent la voix des consommateurs pour faire en sorte que ce qu'ils attendent, au-delà des produits alimentaires, ce qu'ils attendent soit respecté. Et ça influence les acteurs qui mettent des produits sur les marchés. Voilà, Olga, voici un dernier mot. Alors, le dernier mot, je voudrais, à l'occasion donc de la fête de Tabaski, souhaiter une très belle fête de Tabaski à tous les musulmans. C'est aussi l'occasion de consommer des aliments, souhaiter que les aliments qui soient consommés soient sûrs et sains, et inviter tous nos parents musulmans à être vigilants quant aux produits qu'ils consomment et à exiger la qualité. Alors, Olga Kwasi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. Merci à Bio pour ces informations. Bienvenue à tous dans ce débat. Aujourd'hui, nous posons un sujet crucial. Manger sain en Côte d'Ivoire, quelle recette? À l'heure où les maladies liées à l'alimentation explosent, où les produits transformés envahissent nos assiettes, il est plus que jamais urgent de se pencher sur nos habitudes alimentaires. Mais peut-on réellement manger sans se ruiner? Les produits locaux sont-ils nos meilleurs alliés? Et surtout, savons-nous ce que signifie manger sain? Pour en parler, 3 invités de choix nous accompagnent aujourd'hui. Ivaka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs, bienvenue.
Merci, bonjour. Docteur Goz Niagne Chantal, titulaire d'un PhD en biochimie et nutrition, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et chef du service nutrition et hygiène alimentaire à l'INHP. Bienvenue à vous. Merci infiniment. Et Adé Hans-Noël, président du réseau ivoirien de nutrition. Merci infiniment. Bienvenue à vous trois. Alors, on va commencer par Dr Goz Niagne. Dans le contexte ivoirien, comment vous définissez une alimentation saine? Alors, merci infiniment. Une alimentation saine, ce serait une alimentation variée, équilibrée et indemne de dangers. Et les dangers, c'est tout ce qui pourrait rendre malade et qui s'infiltre dans l'alimentation. Adé Hans-Noël. Oui. Est-ce que les Ivoiriens savent ce que veut dire manger équilibré et est-ce qu'il y a une confusion entre quantité et qualité? D'accord, merci pour la question. Je dirais les Ivoiriens à moitié, voilà, parce que je ne peux pas généraliser. Voilà. Mais effectivement, sur le terrain, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment une confusion entre qualité et l'autre thème. Et quantité. Et quantité, c'est ça. Alors, Ivaka, quelles attentes ou idées reçues sur l'alimentation saine remontent souvent chez les consommateurs? Chez les consommateurs, je crois que en tant que consommateurs, nous sommes acteurs économiques. Donc, en tant que tel, nous partons sur un marché en fonction de nos moyens. Et vous verrez que sous nos tropices, le consommateur se distingue en fonction de, je veux dire, sa situation sociale. Vous verrez que les personnes un peu bien nanties iront sur un marché où il y a la qualité qui accompagne le service. Mais par contre, et ce qui est déplorable, vous verrez que les consommateurs moins nantis vont aller sur le marché où il y a la possibilité d'avoir de quoi à manger. On dira qu'on ne se nourrit pas, mais on mange. Peu importe la qualité. Donc, on ne fait pas la différence entre la qualité ou ce qui peut protéger ma santé, tout et tout et tout. L'essentiel, c'est de remplir la panse. Et ça, c'est la réalité. Docteur Goz Niagne, alors quels sont les aliments ou les modes de cuisson les plus problématiques que vous observez au quotidien? Alors, cette question, elle est vaste. Les aliments et les modes de cuisson les plus problématiques. Bon, un aliment en lui-même, il n'est pas problématique. Parce que tout est question de quantité et de qualité. Mais l'aliment, au départ, il n'est pas problématique. Maintenant, le mode de cuisson, oui, les modes de cuisson problématiques, je dirais ce qu'on appelle le braisé. Le braisé parce que selon la qualité du bois utilisé, il peut imprégner l'aliment de toxines. On a l'habitude de parler du bois d'EVA qui est déconseillé. Et quand bien même le charbon serait idéal, le fait de laisser trop longtemps brûler, voilà, aller jusqu'à brûler, ça, ce noir, si je dois le dire ici, il est toxique, il agresse le tube digestif et à la longue, il est responsable de cancer du tube digestif. Au niveau des fritures, quand on laisse fumer l'huile, c'est aussi problématique, responsable de cancer. Et la dernière chose, je dirais, cuire trop longtemps, on détruit toutes les vitamines et c'est vraiment dommage. Alors, on nous dit souvent que les braisés, pour les personnes en général qui sont au régime, ou soit de vapeur, soit braisés, dans ce cas-là, par quoi remplacer le braisé si on ne peut pas le braiser vu qu'on ne sait pas forcément quel bois est utilisé, quelle est l'alternative? Bon, déjà, il ne faut pas désespérer. Hein. Forcément, du bois, ce n'est pas pour autant qu'il faut supprimer complètement. Mais si vraiment on voudrait avoir une alternative, pour ceux qui ont des fours, ce serait le fer au four. Mais je pense qu'on peut utiliser le braisé, mais ne pas le laisser jusqu'à avoir cette croûte noire. Voilà. Et pour ceux qui sont en régime, c'est vrai qu'on le recommande, mais à condition de ne pas le badigeonner de gras. Bien sûr. Bien sûr. Alors, Adé Hans-Noël, peut-on dire que nos habitudes alimentaires urbaines se sont détériorées ces dernières années? Oui, on peut le dire ainsi. Parce qu'en fait,
On assiste ces derniers temps à une transition nutritionnelle. C'est-à-dire que la population ivoirienne, voilà, bon, on va dire quoi, avec l'émergence des fast-foods, voilà, la population a commencé à s'adonner à ce genre de pratiques-là. C'est-à-dire, vous allez voir aujourd'hui des jeunes qui sont réunis, préfèrent aller par exemple manger de la pizza, voilà, que le mode de vie qu'avaient nos parents avant. Donc, il y a une transition qui se fait, mais on va dire qu'elle est mal faite. Parce que le fait de copier, par exemple, sur les Occidentaux, bon, c'est une bonne chose de consommer la pizza, par exemple, mais il faut aussi associer le sport, chose qui n'a pas été faite en Côte d'Ivoire. Donc, plus on évolue, on se rend compte que ces pathologies métaboliques-là, voilà, qui sont, on va dire, liées à cette consommation excessive de cette nourriture, sont en train de s'installer progressivement. Alors, Ivaka, on a souvent des retours de consommateurs, surtout sur les réseaux, sur les vendeurs de rue, sur les restaurants. Est-ce que la sécurité alimentaire est garantie par ces personnes-là? Oh, la sécurité alimentaire, s'entendant par la qualité des produits mis sur le marché, là-dessus, nous assistons depuis un moment à la prolifération du commerce qu'on appelle le commerce sauvage ou paracommercialisme, c'est-à-dire la vente de produits même alimentaires dans les rues. Et ce type de commerce qui n'est pas autorisé, et c'est interdit par la loi 2013-662 du 20 septembre relative à la concurrence. Et donc, vous verrez que les agents du ministère du Commerce, les agents assermentés, sont souvent avec les agents de la mairie et autres, sont souvent dans les rues en train de poursuivre les jeunes filles, les jeunes hommes aussi, qui vendent de la nourriture. Et c'est vraiment déplorable, même dans nos communes qu'on appelle les communes les plus huppées. Vous arrivez à Cocody, vous verrez que ce type de commerce-là pilule. Et c'est malheureux parce que c'est interdit. Et ce sont ces produits alimentaires en plein ciel qui sont de nature à détériorer notre santé. Souvent, nous cherchons la maladie auprès des sorciers, mais en réalité, nous sommes nos pauvres sorciers, puisque nous mangeons dans les rues. Et nous pensons que ce sont les personnes frappées de folie, qui ont de mauvaises pratiques alimentaires, mettant la main dans la poubelle. Mais nous-mêmes, nous le faisons. Et c'est un constat. C'est vraiment amer. Tu es dans ta voiture, tu prends les rues, tu constates que on aborde les véhicules pour vendre de la nourriture qui doit rentrer dans le ventre d'un être humain. Et quand on arrive à la maison, on se tord de douleurs, de problèmes de santé et on cherche ailleurs. On court vers les églises pour aller faire les jeûnes prières. Mais non, c'est dans les rues que nous sommes allés chercher ces maladies. Et donc c'est vraiment déplorable. Quand on regarde aussi, comme le frère le disait, nous, Ivoiriens, on aime trop la mode. Ce qui vient de l'extérieur, l'alimentation qui vient de l'extérieur, nous sommes dans les coins de shawarma, on s'en va, on consomme parce qu'on se dit en étant là-bas, ça fait chic. On va dans les coins de Gabadrom, là où on met la main pour laver la main, c'est là également qu'on va venir faire la vaisselle. Vraiment, c'est un peu ces endroits-là, c'est là-bas que nous partons chercher notre alimentation, qui n'est pas vraiment une alimentation saine. Et c'est à condamner, c'est à interdire, c'est vraiment les autorités compétentes doivent, avec nous-mêmes, citoyens, on doit solidairement combattre ces pratiques-là. Alors tout à l'heure, Dr Ngagne a parlé de ne pas rajouter de gras pour les braiser. Donc on sait que l'huile en excès, ce n'est pas bon, mais pas seulement, le sucre, le sel. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? J'allais dire que vous avez tout dit. L'excès nuit. Donc il faut, avec mesure, utiliser les additifs. Enfin, là, je ne devrais même pas utiliser ce terme, parce que là, je dirais, quand vous me dites l'excès de gras, de sucre et de sel, c'est ça,
Maintenant, ça dépend aussi du tableau clinique. Ça dépend du tableau clinique. Il y en a qui n'ont pas de problème de surpoids. On peut se permettre de mettre du gras sur leur brisé pour pas que ça colle et tout. Mais là, comme vous parliez du fait des recommandations quand on est au régime, et pendant qu'on y est, il y a une très mauvaise habitude que nous constatons, c'est que dans les jus faits maison, beaucoup de mères de famille, beaucoup de vendeuses rajoutent des colorants. Et je voudrais vraiment profiter de ce plateau pour attirer l'attention du consommateur sur le danger de ces colorants-là. Ce sont des colorants, des produits chimiques qui, à la longue, sont cancérigènes ou même perturbateurs endocriniens. Alors, j'exhorte les Ivoiriens à parfumer leur jus avec tout ce qui est naturel, feuilles de menthe, citron, etc. Et je profite aussi pour leur dire de ne pas mettre une tonne de sucre parce que c'est plus des sirops qu'autre chose. Et c'est très tôt qu'il faut se déshabituer au sucre. Et quand on n'a pas le choix, quand on est à l'extérieur, qu'on a un jus, moi je recommande que ce soit juste la moitié du verre qui soit mis dans ce jus, ou l'inverse, vous avez compris ce que je voulais dire, et qu'on dilue avec de l'eau. Voilà, c'est ces habitudes-là qu'il faut prendre. Adios Noël, par rapport à ce sujet, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, effectivement, il a fait le tout. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Parce que dans ce genre de recommandations, il faut le cas par cas. Voilà. Il y a des personnes, il y a des sujets que des voyants sont apparemment sains, d'accord, tandis qu'il y a d'autres qui ont des pathologies. Dans ce cas-là, les conseils sont vraiment ciblés. Je ne vais pas recommander, par exemple, à une personne qui est diabétique de se permettre même de prendre du jus. Vous voyez que ça sera un peu... Voilà, il faut vraiment adapter. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous parliez des habitudes, des nouvelles habitudes des personnes. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être la publicité qui influence justement le choix de ces personnes-là? Oui, en quelque sorte. Je dirais en partie. Sinon, il y a aussi des réseaux sociaux qui aujourd'hui ont vraiment pris un ascendant pas possible. Donc, tous ces éléments ensemble influencent. Mais bon, je pense que c'est pas mauvais en soi de consommer ce genre d'aliments. Seulement que, je vais dire quoi, nous les Ivoiriens, on a tendance à exagérer. En fait, c'est ça le problème. Alors, on tombe dans l'excès, on va dire ça comme ça. Donc, on tombe dans l'excès. Sinon, aller une fois au passage, une fois le mois, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand ça devient de la routine, on voit que là, ça cause un problème. On va parler de produits. Vous voulez ajouter quelque chose? Voilà, ce que vous voulez ajouter, c'est que, parlant de jus, dans ces domaines de consommation de boissons, jus, il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a une méconnaissance du domaine. Parce qu'il faut faire la différence entre le jus de fruits et les boissons aux fruits. Vous voyez, il y a une différence, il y a une réglementation qui fait la différence entre ces choses-là. Le plus souvent, les boissons aux fruits, les tests disent par exemple que pour l'étiquetage ou bien l'emballage, il ne faudrait pas mettre l'image d'un fruit sur l'emballage. Par exemple, la personne, tu vas prendre une boisson, on te dit, ça c'est un jus de mangue, d'orange. Ça peut être un fruit composé de mangue, d'autres additifs et autres. Donc le jus, le plus souvent, il est plus naturel, il est plus pur. Alors que la boisson, il y a plus de mélange venant d'à gauche et à droite. Et quand la personne va à l'hôpital, on lui dit par exemple, il faut consommer du jus d'orange. Lui, il vient sur le marché, il regarde sur l'emballage, c'est dessiné orange, il se dit que c'est un jus d'orange, alors que des fois, c'est une boisson à base d'orange. Donc ces mélanges-là, le plus souvent, quand on ne le sait pas, on consomme n'importe quoi. Vous voyez? Ça, c'est des produits industriels. Voilà. Donc, je vais demander à Dr Gozmiagne, justement, produits industriels et ultra transformés ou non, est-ce qu'ils sont tous à bannir? Tous à bannir, non. Mais encore faut-il qu'on soit éduqué pour savoir lire les étiquettes. Il y a des pourcentages, à partir d'un certain pourcentage qu'on peut parler de jus de fruits purs, mais vous êtes
pas tomber sur la bonne personne. Moi, je suis pour les jus faits maison. Naturel. Voilà. Parce que même, vous dites naturel, dans les supermarchés, ils écrivent naturel. Ouais. Mais je dirais fait maison. Fait maison. Très bien. Alors, Ivaka, est-ce que vous avez constaté une difficulté pour les consommateurs, justement, à lire ou à comprendre les étiquettes alimentaires? Oh, ça, c'est abondant sur le marché. Ça, c'est des constats. En fait, le véritable problème, c'est, comme je le dis, le fait que notre population soit constituée en grande partie d'analphabètes. C'est la première des choses. Parce que quand on met un produit sur un marché, il y a des règles. Un produit doit être étiqueté. Donc l'étiquetage, c'est vraiment l'information sur le produit que je vais consommer. Mais si j'arrive que ne serait-ce que lire, je ne sais pas lire, là, il y a un blocage. C'est tout un problème. Et donc, quand je vais, moi, je vais comme ça, on me dit, va prendre, et puis je regarde seulement les images, les dessins, et puis je prends parce que ça ressemble à une orange, ça ressemble à une mangue, donc on m'a dit de consommer. Donc, voilà comment nos consommateurs qui sont un peu analphabètes tombent dans ce piège. Mais en plus de ça, ceux-mêmes qui mettent les produits sur le marché, ils savent que des règles existent. Il y a des règles de l'étiquetage qui existent. Il y a même un décret sur l'étiquetage qui existe. Mais qu'est-ce qu'il faut? En fonction du produit, du comportement du produit sur le marché, par exemple, si dans son étiquetage, sur l'emballage, il a mis une date de péremption, le produit doit être périmé, par exemple, fin mai 2025, vous voyez que nous sommes en juin. Donc à partir d'avril déjà, vers début avril, c'est qu'on tend vers juin, il reste un mois ou bien il reste même une semaine, ils vont venir falsifier l'emballage. Donc ces opérateurs économiques qui sont à la recherche de gains faciles contribuent à changer même ce qui est écrit sur l'emballage. Ils ont des machines pour pouvoir réécrire les informations sur l'emballage. Ça veut dire qu'il y a un problème de contrôle. Il y a un problème, oui. Donc ce comportement frauduleux des commerçants, des opérateurs économiques peut aussi nous induire en erreur. Donc si le consommateur n'est pas informé sur ces choses, vraiment c'est problématique. Voilà. Adé Hans-Noël, quels sont les aliments locaux, selon vous, qui gagneraient à être valorisés? Bon, je dirais tous nos aliments locaux. Hein. Voilà, parce que là, nous sommes toujours en train de faire des études dans ce domaine-là, voilà, pas des ressources alimentaires locales, pour vraiment valoriser tous ces aliments. Voilà. Quand vous allez par exemple dans le nord du pays, on s'est rendu compte qu'il y a des populations qui n'ont même pas accès. Bon, déjà au niveau de la culture, à la viande c'est un peu compliqué. Mais il y a certains aliments qui sont disponibles dans ces zones-là qui peuvent pallier à la consommation de la viande, parce qu'ils sont riches en protéines. Par exemple? Voilà, par exemple, je prends le cas des champignons. Dans la tradition, dans ces localités-là, les champignons ne sont pas du tout consommés. Donc là, il faut faire une sensibilisation pour leur montrer un peu l'intérêt de consommer ces champignons, puisque de façon culturelle, la consommation de la viande est vraiment, on va dire, au niveau des enfants, c'est vraiment limité. Donc ces champignons-là peuvent quand même pallier à ce problème et faciliter la croissance des enfants. Ouais, donc il y a plusieurs types comme ça. Bon, on peut citer plusieurs. Il y a le sorgho aujourd'hui qui est en train d'être développé. Le sorgho, vous avez dit. Le sorgho. Alors on a plusieurs. On a l'haricot, nous on a découvert l'haricot, il y a un autre type là, c'est noir. Voilà, donc tout ça. Noir, oui. D'ici, de Côte d'Ivoire. Oui, de Côte d'Ivoire, dans le nord. Au cours des enquêtes, on a découvert ça. On a vu des dames au niveau de, par exemple, la ville de Mankono qui faisait, bon, on va dire qui faisait sa culture. On a fait des photos et on s'est rendu compte en fait qu'il y a certains aliments qui sont disponibles mais qui sont négligés en fait. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut y aller. Vous, allez-y. Oui. Justement, il a donné le mot-clé, c'est les aliments négligés. Et moi, si j'avais un aliment à conseiller, c'est vraiment la feuille de baobab séchée, qu'on appelle namuku. C'est la première source en fer. Et quand on voit la prévalence de la carence en fer, de l'anémie par carence en fer, alors s'il y avait un aliment, surtout, ce serait celui-là. Et il y en a un qui est encore plus oublié. Malheureusement, je connais le nom latin et le nom, mais bon, en latin, c'est le Pentacletra macrophylla, mais on l'appelle le haricot, l'acacia du Congo. En anglais, c'est African oil bean. En adjoukrou, c'est le mprag.
Et c'est un aliment qui traditionnellement était consommé dans différentes peuplades de la Côte d'Ivoire, fermenté, et qui a jusqu'à 23% de protéines, donc un peu plus que le poisson et le riz. Et traditionnellement, ça remplaçait le poisson. Donc, c'est pour dire qu'on a des aliments comme ça. Comment on peut le reconnaître pour ceux qui ne savent pas les différentes appellations que vous avez partagées? Justement, lui, il est... Comment on peut le reconnaître? Le nom aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne le trouve pas sur les marchés. D'accord. Autant au Nigeria, d'après les recherches bibliographiques qu'on a faites, depuis 1937, c'est domestiqué, c'est cultivé. Autant nous, c'est juste quelques personnes qui connaissent. Et c'est une lucarne qu'on saisit pour dire qu'il faut accompagner, nous les chercheurs, à vulgariser ces aliments-là qui sont négligés. Très bien, merci beaucoup docteur. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. De retour sur notre plateau, et si vous nous rejoignez maintenant, merci de nous retrouver pour la suite de notre débat autour d'un enjeu de santé publique, manger sain en Côte d'Ivoire, quelle recette? Et pour ça, nous avons en notre compagnie Ivaka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, Dr Goz Niang Chantal, titulaire d'un PhD en biochimie et nutrition, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny et chef du service nutrition et hygiène alimentaire de l'INHP. Et Adé Hans Noël, président du réseau ivoirien de nutrition. Alors nous continuons ce débat avec Ivaka. Ivaka, alors le coût de la viande, on en a parlé, vous en aviez parlé tout à l'heure. Les plus nantis ont tendance à aller vers les produits plus chers et les moins nantis dans l'autre sens. Quelles astuces vous pouvez partager aux ménages à faible revenu? Pour les ménages à faible revenu, c'est leur dit que consommer sain ou bien consommer équilibré, c'est pas forcément consommer cher. Voilà, comme nos spécialistes l'ont dit, il y a des aliments, je dirais nos produits locaux qui sortent de nos champs, qui sont vraiment moins chers. Nos fruits, ils sont très moins chers, surtout en période de leur saison. Voilà, donc soyons clairs. Parce que quand on n'est plus dans la saison, par exemple, de mangue, si tu veux manger une mangue, il faut dire que ça coûte la tête. Bien évidemment. Voilà, donc consommons selon nos saisons les produits qui sont disponibles. Donc, quand on fait ces choix-là, d'aller prendre les produits disponibles selon nos saisons, on va voir que on va consommer moins cher. Il faut aussi se renseigner parce que le consommateur, le plus souvent, il est un peu fainéant. Voilà, on veut forcément payer le produit qui est juste autour de sa maison. Là. Et le plus souvent, quand nous voyageons venant de l'intérieur, il est mieux d'acheter ces produits bon champ là. Et quand on rentre, ça veut dire s'approvisionner. Voilà, il ne faut pas forcément acheter du tic au tac. Voilà, donc quand tu sens que tu as fait un tour vers l'intérieur, les marchés, profite. Et tout ça là, c'est de la programmation, c'est de la consommation intelligente. Parce que quand on ne programme pas ces choses et que on arrive, par exemple, en ville, à Abidjan, où il y a d'autres besoins qui se font sentir, besoin de scolarité, besoin de santé, besoin d'autres choses, le transport même, le loyer, et qu'on doit maintenant ajouter à ces dépenses-là la consommation, et sans planification, ça fait désordre, et puis on subit. Et c'est tout ça là qui peut nous amener à dire que la vie est chère. Tout simplement, quand on n'a pas une bourse comme les autres, il faut vraiment consommer intelligemment. Il faut planifier sa consommation. Et puis, il faut se renseigner. Le plus souvent, il y a des quartiers, il y a des marchés à Abidjan ici. Je vous assure, je suis allé à l'intérieur il n'y a pas longtemps. Mais il y a des produits à Yopougon, par exemple, qui sont moins chers que des produits qui sont à Daloa, à l'intérieur du pays. À Yopougon, vous partez dans nos marchés, dans ces quartiers-là, je ne vais pas citer le nom de ces marchés-là, il y a des produits qui sont moins chers. Et aujourd'hui, bon, il y a un supermarché qui est en train de faire la qualité et en même temps le prix moins cher. Le prix du marché.
Et ce supermarché-là, parfois moins cher que le marché. Voilà, encore moins cher que le marché, nos marchés qu'on appelle marché gros. Excusez-moi de le dire ainsi. On a eu même une émission ici où on a fait venir ces représentants. Et on a fait une comparaison de prix sur le marché. Donc c'est une question d'information, c'est une question de stratégie, c'est une question de planification. Donc voici un peu ce que je peux conseiller aux consommateurs. On va demander à Dr Gozignagne les aliments donc, qui peuvent servir, on va dire des aliments bon marché, mais qui peuvent servir pour une alimentation équilibrée et saine. Alors, je pourrais d'emblée commencer par les feuilles, tout ce qui est feuilles. J'ai parlé tout à l'heure de la feuille de baobab, mais c'est bien aussi de toutes les feuilles qu'on connaît, feuilles de taro, feuilles de patate, feuilles de dattes. Vraiment, j'encourage les feuilles. Et puis, il y a d'autres sources de protéines. Tout à l'heure, il a parlé des champignons. Il faut savoir que les légumineuses, tout ce qui est haricots, ça remplace valablement aussi les protéines animales. D'accord ? Et je vais revenir maintenant aussi, je vais insister sur, il a dit quelque chose de fondamental, c'est l'organisation. Plutôt que d'acheter un sac de riz quand on a sa paye et manger ça, juste tenir jusqu'à la fin du mois, on peut s'organiser et puis avoir de quoi acheter le kabato, qui ne me semble pas être excessif, le placali, hein, et puis de temps en temps, si on veut s'offrir un peu de taro. Bon, l'igname se conserve bien et quand on veut se faire plaisir une fois par semaine, on se fait un bon foutou. Donc, c'est vraiment la planification. Maintenant, au niveau des protéines, je l'ai dit. Et puis, vous pouvez varier. Aujourd'hui, vous connaissez les insectes là qu'on mange en saison de pluie. On met la bassine, il tombe dedans. C'est ces choses-là qu'il faut. Et puis, il y a les chenilles. Les chenilles. Non, si vous voulez le serpent, c'est autre chose. Ah, le serpent aussi? Non, mais je ne conseillerais pas parce que si ce n'est pas contrôlé, parce qu'il y a des parasites spécifiques. Donc voilà, c'est pour dire... Oui, dans le serpent. Si je peux me permettre, j'ai une anecdote. Le professeur Dagwa Krebi, paix à son âme, qui était notre professeur d'anapath, nous a parlé d'une jeune fille qui est venue de l'intérieur du pays, qui avait une pathologie. Et on a fait tous les examens possibles et imaginables. On n'a pas trouvé ce qu'elle avait. Et quand elle est décédée, ils ont décidé de faire une autopsie. Et dès qu'ils ont ouvert, son corps était rempli de vers, comme des asticots. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'est une variété de vers qu'on trouve rarement, mais très rarement dans le poisson, mais qui est très commun dans le serpent. Donc, c'était une consommatrice de serpents. Et puis, voilà. Peut-être qu'elle n'avait pas bien cuisiné. Et voilà. Donc, vu que ça n'a pas passé par le circuit du contrôle des vétérinaires, à éviter. D'accord. Alors, quand... Ça vous perturbe? Oui, parce que, enfin, moi, je connais des gens qui se déplacent pour aller autour d'Abidjan manger ce genre de mets exotiques. Voilà. Mais du coup, c'est dangereux. Il faut il faut bien cuisiner. Moi, je ne conseillerais pas, mais il faut vraiment bien cuisiner. Vous savez, bien cuisiner, c'est fondamental parce que même notre poulet, s'il n'est pas bien cuisiné, vous savez, souvent à l'os, quand ce n'est pas cuit au niveau de l'os, c'est dangereux. Il y a le Campylobacter pylori qui va jusqu'à... Vous pouvez vous retrouver en réanimation. Il y a, vous savez, dans la formation des manipulateurs d'aliments au Canada, ils commencent par une histoire vraie d'un couple qui a mangé dans un restaurant et le mari a commandé un poulet farci. Il s'est retrouvé en réanimation, il s'est retrouvé paralysé. Le service de santé publique a remonté, a fait le diagnostic, mais il s'est retrouvé, je suis désolée, 2 ans après, jusqu'à des insuffisances... D'accord, je crois qu'on a compris. Voilà. Donc voilà, vous savez, donc il faut bien cuire. Bien cuire les aliments, c'est fondamental. Mais pas trop cuire. Alors, Adé Ostoel, où et quand on pourrait justement commencer donc l'éducation à l'alimentation saine, j'ai précisé. Oui, merci pour la question. Et vraiment, ça c'est l'un des grands défis que nous avons en tant que membres de la société civile. Il faut d'abord comprendre que on ne doit pas se limiter uniquement comme maman. Généralement, quand on fait on vise des mères, il faut aussi sensibiliser les pères.
faut sensibiliser les pères, il faut toucher aujourd'hui la jeunesse. Depuis le bas. Si on pouvait même instaurer en fait cette sensibilisation nos primaires, ça serait intéressant. Des cours à l'école, par exemple. Oui, ça serait vraiment intéressant. Comme l'anglais, vous voyez, ça serait intéressant. Éducation, on a éducation civique, et tout, on peut faire éducation alimentaire. Oui, c'est ça, et ça vraiment, c'est une doléance auprès du ministère de l'Éducation. S'ils pouvaient vraiment penser à ce volet, ça serait vraiment intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces habitudes alimentaires-là nous suivent. Et vu que les pathologies métaboliques généralement s'installent autour de 40, on va dire 40, quand on dépasse 35 ans, vous voyez qu'on a déjà cette habitude-là. Pour changer, c'est difficile. Et c'est vraiment ça le problème que nous rencontrons. On sensibilise, on va auprès des personnes. Vous voyez, par exemple, au niveau des enfants, on demande aujourd'hui aux mères d'arrêter de donner de l'eau avant 6 mois. Avant 6 mois, mais c'est difficile. Il y a des mères qui nous disent, mais vous-même, vous avez reçu de l'eau aussi. Oui, donc, oui, ça c'est ce qu'on entend en général. On a bu de l'eau, on n'est pas mort. C'est ça. Parce qu'en fait, si on se base sur la tradition, ce sont des pratiques qui existaient. Mais la science, elle est évolutive. Hein. On s'est rendu compte que ce sont des pratiques qui doivent... Donc, si depuis le primaire, ces habitudes sont inculquées, vous allez voir que d'ici 5-10 ans, tout ça va changer. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Ivaka, est-ce que vos campagnes, vous en faites, touchent les consommateurs dans les quartiers, dans les marchés, dans les gares? Quelle est votre cible? Quelle est votre stratégie? Bon, nous, organisation des consommateurs, il faut dire que nous sommes, nous faisons du bénévolat. Hein. Donc, nous travaillons en fonction de nos moyens, voilà. Et donc, le peu de moyens que nous avons, nous prenons pour faire beaucoup de séminaires. Et quand les autorités nous invitent dans ces séminaires et que les moyens sont dégagés, nous accompagnons le suivi de la mise en œuvre sur le terrain de certains projets. Et donc, mais nous, à notre niveau, je dirais que nous sommes en train de nous organiser pour avoir véritablement les moyens pour faire ces genres de campagnes sur le terrain, aller dans les gares. Mais c'est des choses qui sont pour le moment un peu plus rares parce que vraiment ça demande beaucoup de moyens. Voilà, ça il faut se le dire. Mais nous accompagnons les autorités. Voilà, lorsqu'il y a ce genre de campagne. Il y a par exemple que nous sommes membres du Conseil national de l'alimentation et la nutrition. Voilà. Et donc, le Rizensoun, qui est le réseau de la société civile pour l'alimentation et la nutrition, nous faisons ce que nous pouvons faire avec les moyens qui sont disponibles dans ce réseau-là pour pouvoir faire de la sensibilisation, aller faire des tables rondes. Nous organisons par exemple la journée mondiale des consommateurs. Chaque 15 mars, par exemple, nous étions à la locodrome de Yopougon cette année, où nous avons mobilisé plus de 500 consommateurs pour vraiment faire venir nos autorités, parce que nous on crée le cadre en fait. Et ce sont les autorités qui viennent apporter maintenant les informations fiables avec les personnes compétentes. Voilà, parce que ce n'est pas facile de se mettre devant la population, dire des choses, et quand ce n'est pas approprié, au lieu de donner le résultat escompté, ça va donner autre chose. Donc vraiment, c'est ce que nous faisons. Et donc nous ciblons tout le monde. Voilà, il n'y a pas de cible particulière. Voilà, si c'est les femmes, si c'est un projet qui concerne les femmes, nous allons vers les femmes. Si c'est un projet qui concerne les personnes un peu âgées, nous partons vers ces personnes-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Oui, si je peux me permettre, oui, parce que là, on est en train de parler d'une des missions de l'Institut national d'hygiène publique. J'allais vous poser la question. Vous savez que nous sommes dans la prévention. Et le 5 mai dernier, c'était la journée internationale de l'hygiène des mains. Et nous avons saisi cette opportunité pour faire une sensibilisation au sein de l'Institut d'hygiène. Nous avons invité des associations de femmes, nous avons invité des associations de parents d'élèves et les étudiants de l'INFAS qui sont les professionnels de demain. Et au décours de cette formation, nous avons été sollicités par des femmes qui sont venues se faire former à l'INHP. Et il y a hier exactement, l'école primaire publique d'Atoban a demandé à l'Institut d'hygiène de venir
pendant leur kermesse, à l'occasion de leur kermesse, venir parler aux enfants. Parce que les causes sous-jacentes de la malnutrition, c'est le manque d'hygiène. Donc nous avons sensibilisé les enfants. Ils savent ce que c'est que l'anémie. On leur a posé la question et on leur a dit, mais est-ce que vous savez que si vous ne lavez pas les mains, ça peut provoquer l'anémie? Quand on leur a posé la question comme ça, ils étaient un peu dubitatifs. Et il y a un petit courageux qui a dit non. Et on leur a dit mais si, parce que les mains sales, c'est les œufs des parasites qui rentrent dans votre ventre, qui grandissent et qui se nourrissent de votre sang. Et puis, mais je peux vous assurer qu'après ça, ils étaient tous en train de se laver les mains. Voilà. Donc, nous faisons de la sensibilisation. J'en profite pour dire que l'Institut d'hygiène est à la disposition de toute entité qui veut être sensibilisée et faire des campagnes de sensibilisation à ce propos. Et est-ce que l'Institut d'hygiène a d'autres actions de ce type-là dans le sens de la sécurité alimentaire? Bon, au niveau de la sensibilisation, de l'éducation, c'est notre service de l'hygiène alimentaire et de la nutrition qui s'en occupe. Maintenant, au niveau de la sécurité sanitaire des aliments, il faut savoir que c'est l'Institut d'hygiène qui contrôle la qualité de l'eau sur toute l'étendue du territoire. Il faut savoir que nous inspectons aussi tous les lieux recevant du public, entre autres les restaurants. Et nous sommes chargés de faire l'inspection, de faire des prélèvements. Et c'est lorsque ces résultats-là sont validés et conformes que nous délivrons ce qui s'appelait à l'époque le certificat de salubrité. Je ne me souviens pas du nouveau nom, autant pour moi. Et voilà, à plusieurs étapes. Et nous contrôlons, nous avons la surveillance épidémiologique des toxi-infections alimentaires collectives. Donc nous faisons vraiment cette surveillance parce que nous sommes dans la prévention. Il y a plusieurs actions comme ça que nous menons. Et je terminerai par le centre des opérations d'urgence. Dès qu'il y a une suspicion d'intoxication, l'Institut d'hygiène dépêche une équipe sur toute l'étendue du territoire pour la riposte. D'accord. Alors, moi, j'ai récemment entendu parler d'une organisation, si je peux dire ça comme ça, privée, qui fait du contrôle de l'eau aussi en Côte d'Ivoire. Vous en savez quelque chose? Est-ce que c'est normal? Du contrôle de l'eau? Oui. Alors, oui, parce que je connais quelqu'un qui a fait venir de l'eau, d'ailleurs, d'un pays hors de la Côte d'Ivoire, pour le faire contrôler ici, mais par un privé. Bon, vous savez, le président le sait, en matière de sécurité sanitaire des aliments, l'État a bien organisé les choses. Après, chacun marche sur les plates-bandes des autres, mais sinon c'est une mission qui est vouée à l'Institut d'hygiène. Maintenant que des privés le fassent, je pense que si nous avons l'information, nous allons le remonter à la direction générale. Le professeur Ekra Kwadio Daniel, qui est le directeur général de l'Institut d'hygiène, se chargera de faire ce qu'il y a à faire. Bon, peut-être ce que je peux dire, c'est qu'il y a des laboratoires quand même privés qui existent. L'ANEMA aussi, concernant l'État, qui est public, qui permet de faire des analyses. Peut-être c'est dans ce sens-là. Sinon, tout ce qui est hygiène, comme le docteur vient de le dire, là, c'est révolu vraiment. Très bien. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Alors, quitte des pesticides et de tout ce qui est plomb, mercure, quel est le contrôle que vous faites à ce niveau-là? Alors, au niveau de la sécurité sanitaire des aliments, il faut savoir qu'il y a plusieurs entités. Donc, tout ce qui est métaux lourds, c'est le SIAPOL. Nous envoyons quand il y a vraiment besoin de contrôler et chercher des métaux lourds, c'est le SIAPOL. Et il faut savoir qu'en matière de sécurité sanitaire des aliments, aujourd'hui, nous sommes dans le One Health, la multisectorialité. Et la structure qui a le lead au niveau de la sécurité sanitaire des aliments, c'est le LANADA. Donc voilà, donc chaque mission, les missions sont bien réparties. Métaux lourds, nous voyons le SIAPOL. Ivaka, alors vous, en tant que président de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, si vous aviez des requêtes à présenter au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, ce seraient lesquelles? Pour garantir une alimentation saine Bon, voilà, pour garantir une alimentation saine, ce que je peux dire, tout domaine est d'abord encadré par la loi. Donc il faudrait que les lois, la réglementation qui existe, soit d'abord appliquée, ce qui existe.
Voilà, l'existant, il faut qu'on les applique, on les exécute. Ça veut dire que les organes qui sont en charge du contrôle, que ces organes-là fassent leur travail de surveillance du marché, contrôle de qualité, répression de fraude, de sorte que ce rôle régalien de l'État puisse servir véritablement à protéger les droits et les intérêts des consommateurs, de leur santé, voilà, la sécurité sanitaire et autres. Maintenant, il faut qu'on puisse sensibiliser aussi, puisque l'État a les moyens pour le faire, il faut qu'on puisse vraiment éduquer les consommateurs, les Ivoiriens, comme notre frère l'a dit, l'éducation à la consommation saine. Voilà, nous avons, comme je l'ai dit, un conseil national de l'alimentation et de la nutrition qui existe. Et ce conseil-là, je n'ai pas trop connu. Et je pense qu'il y a des tables rondes qui sont en train de se faire, mais il faut qu'on sorte des endroits enfermés en 4 minutes pour être sur le terrain. Et je crois que nos sociétés civiles, c'est à ce niveau-là que notre responsabilité aussi est engagée dans cette affaire. C'est vrai, l'État a fait sa part, mais la société civile doit s'approprier tout ce qui est mécanisme de sensibilisation, de lutte, de signalement. Voilà. Et pour le consommateur lambda, je crois qu'on doit faire un effort quand même pour être rigoureux. Et on a parlé de tout, mais je donne l'exemple, par exemple, des produits laitiers. Et nous savons, selon les informations, sur la réglementation, tout produit laitier pour la conservation, c'est au moins 6 degrés. Mais imaginez-vous nos boutiques de quartier. Imaginez-vous les problèmes d'électricité, les coupures de courant. Les opérateurs profitent de ces failles-là pour ne pas brancher les congélateurs, les réfrigérateurs pour qu'on puisse bien conserver l'aliment. Et le consommateur, le pauvre consommateur qui est dans le quartier, quand il arrive, il dit je vais payer yaourt, on lui sort un yaourt. Mais en réalité, quand ce n'est pas bien conservé, ce n'est plus une question de date de péremption. La mauvaise conservation même a déjà détruit, détérioré le produit. Donc voici ces petits trucs comme ça que les consommateurs doivent savoir et savoir se comporter. Il faut regarder la date de péremption de tout produit. Tu vas sur le marché, il faut vraiment faire attention. Et vraiment, soyons rigoureux. En matière de consommation, la légèreté n'a pas sa place. Sinon, on va se retrouver chaque fois à l'hôpital, dans les pharmacies. Adé Hans-Noël, est-ce que le réseau des nutritionnistes est consulté lors des prises de décision publiques liées à l'alimentation? Oui, parce que nous faisons partie du réseau des organisations de jeunesse, voilà, pour l'alimentation et le développement durable en Côte d'Ivoire, le Rouge Nati. Donc le réseau de nutrition est partie intégrante de ce réseau-là. Et je vais dire comme ça que le 28 juin, nous avons une activité à la forêt du Banco, voilà, où il sera question de tout ce qui est fitness, un peu de randonnée. Voilà, donc, ils sont vraiment impliqués dans tout ce qui est décision et même aussi lorsqu'il s'agit souvent de faire des élaborations de guides comme la récente activité que nous avons pu faire. Voilà, nous sommes associés. Très bien. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire ici, c'est Info le soir week-end. Il n'y a pas que le débat, il n'y a pas que nous. Il y a aussi les internautes qui réagissent. Et là, nous avons eu quelques réactions d'internautes. Sur Facebook, ils ont répondu à la question élaborer un menu varié, de quoi on aurait besoin. Alors, Kaboré Abdoulaye a répondu d'argent. Lassina Koulibaly a, lui, élaboré son menu varié qui est attiéké à locaux. Christian Thiemele a aussi donné le menu pour lui qui est le meilleur. Donc, matin, 6h, Baouin. Midi, Garba. Et le soir, spaghetti sans ration. Voilà un peu ce que pensent nos internautes. Donc, je pense que c'est vraiment la question de la sensibilisation est très importante pour éviter d'avoir ce genre de réponse. Et si je peux me permettre, si je peux apporter, en fait, il ne faut pas uniquement se limiter aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que... Ça va être votre dernier mot, on va faire le tour. Voilà. Donc, quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, faut se dire comme ça qu'on va sur la qualité hygiénique des aliments. Et c'est plusieurs acteurs qui interviennent durant cette chaîne alimentaire-là. Au départ, nous avons les producteurs. Quand on passe sur ça des producteurs, on vient maintenant sur les distributeurs. Après les distributeurs,
Nous avons aussi, on va dire, les opérateurs des grandes surfaces. Vous voyez, et on passe maintenant sur les détaillants et le consommateur qui est au dernier niveau. Donc, tous ceux-là ont besoin d'être sensibilisés, formés, voilà, et à tous des rôles. Et même, il faut aussi instaurer des mécanismes de contrôle, un suivi régulier pour qu'en fait, chacun fasse sa part, pour qu'on puisse avoir des aliments qui sont sains. Voilà. Merci beaucoup. Adé Hans Noël. Docteur Niagne. Mon dernier mot? Je dirais que pour l'hygiène alimentaire, pour savoir ce que c'est, il faut savoir déjà qu'il y a des dangers. Il faut identifier les dangers. Il y a les dangers biologiques, donc tout ce qui est microbes. Il y a les dangers chimiques, donc les produits qui pourraient contaminer. C'est vrai qu'il y a les pesticides qui viennent avec les aliments qu'on achète. Et pour ça, il faut vraiment frotter, frotter, frotter. Quand on lave, on frotte. Le pesticide, il part en frottant. Et il y a le danger physique, mais je vais insister sur le danger microbiologique. Donc, il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'aliment, il peut arriver avec des microbes, mais on le lave. On le lave, mais on le désinfecte avec la javel 10%, d'accord? C'est-à-dire que dans un litre d'eau, on met une cuillère à soupe de javel, on trempe. Mais c'est important aussi d'être propre. La personne qui cuisine, elle doit être propre. Elle doit se laver les mains avant de cuisiner, après être sortie des toilettes et avant de manger. D'accord? Et à la conservation de l'aliment. Vous savez, on a fait des études. S'il y a un microbe, sachant que le microbe, il se multiplie toutes les 20 minutes. On a fait des études. S'il y a un microbe à midi, à 19h, vous avez 2 millions et quelques de microbes. Et sachez qu'au départ, ce n'est pas un microbe. Donc, pour dire que les aliments, dès qu'un aliment est refroidi, on le met au réfrigérateur pour ceux qui ont des réfrigérateurs. Ceux qui n'en ont pas, on chauffe et on laisse dans un endroit aéré couvert. Donc, c'est la conservation. Dans le réfrigérateur, couvrez les aliments parce que l'air circule et les aliments s'auto-contaminent. Donc, c'est vraiment important. Lavez vos aliments avant de les mettre au réfrigérateur parce que tous les microbes vont bel et bien se multiplier. Voilà. Donc, c'est important. Et la dernière chose, la planche à découper. On conseille d'en prendre une pour les aliments qu'on va consommer cuits et un qu'on va consommer cru. Parce que si vous nettoyez votre poisson et puis vous le rincez, vous rincez la planche et après vous rincez, vous ne lavez pas à l'eau. On n'aime pas l'eau et le savon, je ne sais pas pourquoi. Donc on fait que rincer, après on vient découper les oignons, les tomates et on vient poser ça sur la tchéké. Et bien on a pris les microbes du poisson cru qu'on a mis dans la tchéké. Donc il faut avoir 2 planches différentes. Donc, c'est très important. La méthode, toujours propre sur soi, son environnement propre, nettoyer, laver les ustensiles avant et après. Voilà. Merci. Il me faudrait plus de temps, mais avec ça déjà, avec ça déjà, c'est bon. Merci, docteur. Ivaka. Tout à l'heure, le frère a parlé de quelque chose de très important. Quand nous étions peut-être nous étions enfants, je veux dire, on était à l'intérieur du pays, on a fait un peu le champ. Voilà. On s'est rendu compte que nos parents prenaient la machette, la daba, pour défricher leurs plantations. Mais aujourd'hui, moi j'ai été tristement, j'ai constaté tristement que pour faire les plantations aujourd'hui, les jeunes gens n'utilisent plus, ils ne veulent même pas faire d'efforts. Ils prennent les pesticides, herbicides, qui remplacent la daba et la machette aujourd'hui. Et on prend sur un hectare, on verse des produits sur les herbes, et puis c'est tout. Et après ça, maintenant, on fait la semence. Mais qu'est-ce qui va sortir de cette terre? C'est des produits qui n'ont plus la même valeur nutritionnelle que nous connaissons. Et d'ailleurs, même, il y a une étude, moi j'ai vu sur les réseaux, une étude montre que désormais, cette manière de cultiver là est en train de modifier les nutriments que nous connaissons, qu'on nous a appris, les vitamines et autres et tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'orange qu'on va consommer, ou bien la mangue, ou bien même le piment, ou bien n'est plus ce que nous avions avant. Et donc, du coup, tout est biaisé. Donc, vraiment, je voudrais appeler l'attention de nos autorités en charge du contrôle de tout ce qui est pesticides, les autorités compétentes. Il faut faire très attention parce que ce que nous mangeons n'est plus bio et ça nous cause beaucoup de dégâts. C'est très important que nous fassions vraiment très attention.
Voilà. Merci beaucoup, Ivaka. Alors, manger sain, ce n'est pas nécessairement manger cher. C'est surtout apprendre à mieux choisir, à valoriser les produits et aussi à éviter les excès. Merci à nos invités pour leurs éclairages et à vous de repenser vos assiettes, un repas à la fois. On va maintenant passer à la pensée du jour qui dit aujourd'hui, en cette fête de Tabaski, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est un adage ivoirien pour dire que chaque individu possède sa propre valeur. Ce proverbe nous enseigne que même si nous partageons des similitudes, nous restons uniques. Après la pensée du jour, nous allons passer aux chiffres de la semaine. 120 000, c'est le besoin en ovins en cette période de Tabaski en Côte d'Ivoire, un chiffre qui a été annoncé par Sidi Tiemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques. On va terminer cette émission avec notre slameuse attitrée. Bonsoir Beckett. Bonsoir Mam et merci. Alors Beckett, on vous écoute pour votre slam du jour. Que hier ne devienne demain, que nos erreurs ne se répètent, que l'excellence du présent demeure notre temps, mais c'est que par nos faits qu'on rendra réel ce rêve qui naît au réveil. On n'a rien en commun, mon frère, du même berceau. On est fait de la même matière, de chair, de squelette, de cœur, mais pas du même morceau. Je suis PPACI, toi RHDP, nos visions se diffèrent. Je suis MGA, toi PDCI, RDA, nos fusions se divergent. Mais on n'avance pas en restant à la même place. Au-delà de mes manières, au-delà de tes thèses, on a pour rêve la paix. Et la répétition de la sobriété rend ivre, de même revivre. Les mêmes quotidiens ne nous donnent pas un jour de vie, alors ça fait du bien d'avoir plusieurs partis politiques. Nous ne sommes pas des ennemis, seulement des adversaires. La miss d'un ciel à couleur unique n'arrive pas à la cheville de la troisième dauphine d'un arc-en-ciel. Et diriger un pays en ruine, une population en fuite, nous rendrait richement pauvres. Alors, faisons élire le candidat de notre choix, mais que la paix reste au pouvoir. Que notre devoir patriotique prime sur notre choix politique, afin que le Mandé apporte son Ngoni, le Krou vienne avec son Koji, afin que Lacan apporte son tam-tam pâleur et le Gour son balafon pour que cette période électorale soit bercée par une musique de paix. Qu'hier ne devienne demain, que nos erreurs ne se répètent, que l'excellence du présent demeure notre temps, mais cela ne se réalisera que par nos faits. Cela ne se réalisera que par nos faits. Merci Beckett. C'est la fin de ce 7 Info le soir week-end. Toute l'équipe vous souhaite un bon week-end de Tabaski et de Pentecôte en pleine conscience et en pleine forme. Et n'oubliez pas, l'info utile continue sur 7 Info et sur nos réseaux. À très bientôt.